Angela-Anne Guimond, je suis copropriétaire à l'Éden Rouge à Saint-Bruno-de-Guigue. Je m'occupe de la portion agro-transformation et agrotourisme dans l'entreprise. Quoi votre responsabilité ici? Dans le fond, moi, je m'occupe des activités touristiques en lien avec l'agriculture. Donc, on fait des visites à la ferme. On a une boutique aussi à la ferme qu'on vend des produits frais, des produits transformés, du prêt à manger. On a également des événements gourmands tout au long de l'année. On en a environ 1 à 2 par mois pendant l'été. On en fait l'hiver également. On a un banquet hivernal. Pendant la saison des sucres aussi, on est ouvert tous les fins de semaine de mars à avril. Tout le temps dans un esprit gastronomique qui met de l'avant les produits de la région, mais les produits de la ferme d'abord et avant tout, là. Qu'est-ce que vous produisez au niveau de la ferme? Vous êtes un maraîcher aussi? Oui, en fait, notre activité principale, c'est la production en serre et en jardin. On a 3 légumes là, vraiment forts dans l'entreprise. On a la tomate, le concombre et la laitue, tout en production en serre. Les autres légumes, là, on a vraiment une variété. Ça va de la carotte, de la betterave, de la courge, du zucchini. Par les petits fruits, on fait de la cerise, de la framboise, de la camerise. Ça, c'est plus une production réduite pour la vente directement à la ferme ou pour la transformation. Là, moi, dans les cuisines, on le transforme beaucoup, là, tous les autres légumes. Et le reste va être plus vendu dans les épiceries de la région. On distribue nous-mêmes nos produits 2 fois par semaine au Témiscamingue et à Rouyn-Noranda. Donc, c'est vraiment l'activité principale ici à l'Éden Rouge, la production en serre. C'est quoi vos défis qui représentent tout ce que vous faites, là? Les défis vraiment importants qu'on vit depuis quelques années, c'est vraiment la pénurie de main-d'œuvre. Le recrutement et la rétention de cette main-d'œuvre-là n'est pas facile. Ça a été accentué beaucoup par la pandémie. Surtout au niveau de l'agrotourisme et de l'événementiel, de mon côté, des employés qui étaient là en poste, on avait beaucoup d'activités, exemple des mariages, des réceptions, que là, nos activités ont été cessées pendant 2 ans. Bien, il y en a qui ne sont pas revenus. C'est certain qu'en agriculture aussi, c'est saisonnier, donc parfois peut-être un petit peu moins intéressant pour certaines personnes. Donc, nous, on est allé vers de la main-d'œuvre étrangère. On a quand même un beau noyau là, qui reste à chaque année là, de la main-d'œuvre locale, mais pour compenser, on est allé avec la main-d'œuvre qui vient du Guatemala. Puis ça nous aide vraiment là, pendant la saison, la grande saison, là, pour ce qui est des cueillettes, de l'entretien des plants. On offre aussi des conditions, on essaie d'offrir les meilleures conditions à nos employés pour les garder en poste. Puis voilà, je pense que c'est notre plus gros défi. Certainement la distribution aussi, mais en la faisant nous-mêmes, on a un plus gros contrôle là, sur la qualité des produits. Je vous dirais que l'engouement des produits locaux aussi est peut-être un petit peu en décroissance avec l'augmentation du coût de l'épicerie. Mais on attire les gens directement à la ferme, puis on réussit là, à avoir des belles ventes malgré tout là, avec les gens qui viennent sur place. Là-dessus, elle va couler dans le bac. Dès qu'elle va être un petit peu sur le côté. Un défi de taille pour ensacher des salades pour Bob le chef de l'émission Arrive en campagne qui se tournait au Témiscamingue à la ferme Éden. Dans un carrousel, les employés s'apprêtent à ajouter de l'eau dans les sacs à salade pour ainsi les déposer en serrant les racines avec un élastique. Ils baissent ensuite le sac et tirent pour bien envelopper la salade. Une technique qui permet aux employés de rapidement les ensacher. En toi, si on peut se faire arroser facilement. Les observateurs, hein, c'est d'observer, Vous utilisez des insectes pour la pollinisation.
Oui, en fait, on a 2 types d'insectes. On en a des prédateurs qui viennent faire de la lutte intégrée biologique, donc ils viennent attaquer les insectes nuisibles dans nos serres. Donc, on en intègre de cette façon-là. Et on a aussi des bourdons qui vont venir polliniser les fleurs de tomates pour produire le fruit qui est la tomate, parce qu'on a vraiment besoin de cette pollinisation-là dans nos serres. On est en milieu fermé, donc il n'y a pas d'abeilles sauvages ou de guêpes ou de papillons ou de fourmis qui viennent polliniser suffisamment nos tomates. Donc, on intègre là, des ruches de bourdons qui travaillent avec nous tout l'été. Croyez-vous à l'autosuffisance alimentaire en région, en Abitibi et au Témiscamingue? Oui, certainement à petite échelle. Par contre, on en a beaucoup parlé avec la pandémie. Les gouvernements avaient mis beaucoup d'argent pour agrandir les superficies de culture, pour que les serres, les jardins, les entreprises qui sont déjà en place prennent de l'expansion. Mais je vous dirais que c'est beaucoup les gros joueurs qui en ont profité le plus. Nous, on a agrandi des serres, mais l'achat local a beaucoup diminué depuis 2 ans. La première année de la pandémie, c'était en flèche et ça a beaucoup diminué. Donc, je vous dirais que les investissements qu'on a faits n'ont pas porté fruit. Puis on le voit plus avec les gros joueurs qui ont triplé, quadruplé leur superficie et qui viennent nous faire quand même assez mal au niveau du prix. Normalement, c'était le Mexique là, qui nous faisait mal avec leur prix très bas. Maintenant, c'est des joueurs québécois là, qui nous font mal. Fait que l'autonomie alimentaire, j'y crois, mais à plus petite échelle, là, je pense pas qu'il faut miser nécessairement sur que du gros pour y arriver. Là. Croyez-vous que ça serait possible de rendre accessible à plus de gens la bonne alimentation? Oui, puis je pense que rendre ça accessible, c'est d'abord avec l'éducation. Il faut éduquer nos gens, savoir comment c'est produit, qu'est-ce que les gens ont vraiment dans leur assiette. Parce que, oui, il y a le prix du légume, du fruit, mais souvent, on fait un choix en regardant seulement le prix, mais quand on est vraiment au courant de tout ce qu'il y a derrière ça, de l'économie locale que ça l'encourage, des répercussions qu'on a à différents niveaux, bien, le choix est pas mal plus clair d'acheter localement. Mais je pense que de sensibiliser les gens puis de continuer à en parler, que c'est important de manger localement, je pense que c'est ça qui va être gagnant. Croyez-vous que les maraîchers devraient ouvrir leurs fermes pour que les gens puissent vraiment venir encore plus acheter directement chez le maraîcher? Oui, puis on le voit. Vraiment, là, je vais parler pour le Témiscamingue parce que c'est la région que je connais le plus, mais l'engouement pour l'agrotourisme, d'intégrer les gens dans leur ferme, que ce soit par des visites, des rallyes, des activités gourmandes, on en a de plus en plus. Il y a vraiment un mouvement, puis même au niveau de nos MRC, il y a des sous qui sont mis pour favoriser cet agrotourisme-là. Au niveau des tables du tourisme aussi, là, je pense que l'engouement est là. Mais c'est certain que ça prend de l'aide pour adapter nos fermes, pour accueillir ces visiteurs-là, parce que ça reste quand même de l'agriculture, ça reste du vivant. Il faut protéger nos milieux de production. Fait que c'est certain que ça prend de l'aide, ça prend des sous là, pour nous aider à adapter nos infrastructures. Y a-t-il une différence au niveau de la culture au Témiscamingue versus celui de l'Abitibi et quels sont les défis que vous avez? C'est facile pour vous la différence dans la culture. Pour chaque 100 km de monte nord, c'est une semaine de différence dans le printemps et une semaine plus vite le premier gel dans l'automne. So, dans la région de Témiscamingue, tu veux plus de soybeans, tu veux plus de la maize grain, la maize ensilage. But Abitibi, c'est plus très bon pour le fourrage et le céréales à pois. Ici, nous autres capables de faire l'autre culture parce que la différence dans le météo.
parce qu'elle est plus sud. Vous m'avez parlé tantôt, même au Témiscamingue, il y a des microclimats qui sont là. Donc, pas si loin que ça à cause d'éléments naturels. Le lac Témiscamingue, c'est le meilleur exemple. Proche du lac Témiscamingue, le lac est protégé de la première gel dans l'automne pour relancer la saison de récolte. Après, tu as traversé Saint-Bruno-de-Guigue et le Cap de Roche et l'aéroport. L'autre bord de ça, c'est moins chaud, c'est plus... Est-ce que c'est plus parce qu'il y a des grandes plaines qui ne sont pas protégées par des montagnes ou par des lacs? c'est le mountains et couper la chaleur de lac Témiscamingue et l'autre lac. Ça, c'est quoi la différence? Plus loin de lac Témiscamingue, c'est un peu plus froid, mais encore nous autres, est plus chaud d'Abitibi parce qu'il est plus sud de l'Abitibi. C'est quoi les obstacles que les agriculteurs ici vivent? C'est la distance de Québec. Comme ça, le gouvernement et Québec a oublié Témiscamingue. Ils pensaient à Abitibi, mais Témiscamingue est plus sud et plus en bas. Et notre marché, c'est plus au Ontario. OK. L'abattoir, c'est dans l'Ontario. Le gros centre de grains est dans l'Ontario. Et avec le centre de grains local, ils vendent leurs grains à Ontario. C'est tous les postes à Ontario ici. OK. Fait que donc, tout ce qui se cultive en région, au Témiscamingue, est transporté, livré vers l'Ontario. Sauf le lait. Sauf Le lait, c'est l'autre sens. Le lait dans le nord d'Ontario et le sud d'Ontario, il arrive à Lavalacher pour transformer. OK. C'est Lavalacher, le bruit Lafrenière, et transforme 23 vannes de lait par jour. Et tu arrêtes au bruit et tu regardes Thunder Bay, Northern Ontario, tu avec de Alliston, Ontario, tu avec de Oxbridge dans l'Ontario, tu avec le petit de Saint-Hyacinthe qui monte le lait, le camion de Mont-Laurier et dump, le camion de Abitibi et dump, tout ici à Lavalacher. Wow! Qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait faire pour aider le Témiscamingue à garder plus local, plus au Québec, toute la nourriture, en fait, que vous créez? Là? Manger local. Le monde a besoin pour manger local parce que le gouvernement, n'est pas vraiment là pour aider. Et le monde de le gouvernement, 3/4 de les députés arrivent de les grosses villes. Et ça n'a pas eu l'alimentation arrive. Le lait arrive de l'épicier. La viande arrive de l'épicier. Et ça n'a pas eu de rive. C'est le monde est mangé local et supporte le producteur, c'est le premier. Oublie le gouvernement. Le gouvernement aide de temps en temps, mais compte pas pour la subvention pour vivre ton ferme. Parce qu'il est passé beau pour une couple d'années, mais après ça, la subvention est finie. Pensez-vous qu'il y a une éducation à faire au niveau de la société pour les éduquer à acheter local, à acheter directement des fermes? Et ça, c'est une première question. Mais la deuxième, est-ce que les fermes, les maraîchers sont prêts à les accueillir puis à vendre sur place? Le maraîcher dans la région de Témiscamingue, presque tout avec le kiosque au chemin, où est fait le marché public. À Ville-Marie, où il fait plusieurs. À Moffett, et avec le marché public là pour vendre leurs produits. Le monde est prêt pour acheter local, mais l'éducation, pas juste le maraîcher, mais l'éducation de tous les produits, ça, c'est eu le porte-ouvert sur la ferme de Québec qui a aidé. Le monde est capable d'arriver et vous, c'est quoi une vraie ferme? C'est pas aux télévisions. Parce que tout quoi tu vois aux télévisions, c'est pas tout le temps la vérité. Une femme productrice laitière, c'est pas fréquent, me semble? Non, bien, c'est plus en plus, on en voit de plus en plus de femmes en agriculture. Là. Qu'est-ce qui vous a attiré vers l'agriculture, en plus la production laitière? Ben moi, c'est ça. Mes parents étaient déjà là-dedans. Fait que j'ai vécu ce mode de vie-là toute ma vie. Là, j'ai été vers autre chose. Puis là, je me suis aperçue que j'aimais beaucoup ça, ce mode de vie-là, travailler avec les animaux, avec la nature. C'est quoi vos défis au travers de votre travail? Là? Parce que c'est quand même du travail. Ça demande combien d'heures par semaine environ? Ah,
Bien, ça dépend toujours des semaines puis des temps de l'année. C'est sûr que l'hiver, c'est un peu plus tranquille. C'est plus c'est comme les traites qu'on va faire. Puis c'est sûr, il y a toujours des petits travaux qu'on n'a pas eu le temps de faire l'été qu'on va refaire l'hiver. C'est au moins une bonne quarantaine d'heures là, l'hiver. Parce que c'est tous les jours, hein? C'est tous les matins, tous les soirs, c'est 7 jours semaine. Puis c'est ça, l'été, là, avec les foins, les récoltes de céréales, tout ça, là, on peut doubler les heures. Là. Vous avez combien de bétail? J'ai une cinquantaine d'animaux. Une cinquantaine d'animaux. Vous avez quel type de vaches? Des Holstein. Des Holstein. OK. Et c'est quoi vos obstacles? Parce que là, vous faites la traite laitière. Vous la vendez, j'imagine. Ouais, Quels sont vos obstacles par rapport à ça? Ça, la vente du lait, c'est pas... Tu sais, il y a déjà comme tout un système. Fait que, tu sais, le truc à lait, il passe, il vient chercher le lait. C'est pas tant ça qui... ça, c'est pas problématique. Même. OK. Y a-t-il une problématique économique? Qu'est-ce qui peut vous nuire dans tout ça? Bien, c'est sûr, comme là, les taux d'inflation qui ont monté, là, ça se voit sur tout. Hein? Le prix du fuel, la machinerie, on utilise ça beaucoup, là, tout le temps. Puis là, ben, tu sais, toutes les céréales qu'on donne aux vaches, bien, le prix a monté partout. Fait que pour nous autres aussi. Fait que là, il faut faire... Tu sais, le prix du lait a monté un peu pour nous, le prix de vente, mais dans le fond, on a... Avec tout ce qui a monté autour, on n'a pas plus d'argent au bout de la ligne. Est-ce que ça prend beaucoup d'investissement pour dire « je me lance comme producteur laitier » ? Ça, c'est ça qui est plus payant en agriculture, mais en même temps, c'est ça qui coûte le plus cher parce que c'est juste le quota. Tu sais, il faut peut-être les bâtiments, tout le système de traite, puis la machinerie pour la récolte. Là. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup d'investissement. Est-ce que tu trouves que le gouvernement, que ce soit fédéral ou provincial, met des bâtons dans les roues auprès des agriculteurs et maraîchers justement de la région de l'Abitibi-Témiscamingue? Disons que l'Abitibi-Témiscamingue est une région qui est particulière. On a une agriculture qui est différente parce que notre climat est différent, parce que notre sol est différent, parce que on n'est pas toute la densité de population qu'il y a ailleurs. On a besoin d'un coup de pouce. Tu sais, moi, j'aime bien raconter que dans l'histoire de la région, bien, quand il y avait des programmes de drainage au Québec, bien, nous, on était en train, nos grands-parents, en train d'enlever les souches des arbres. Et une fois que ça a été fait, qu'on avait besoin de drainer les terres, les programmes n'étaient plus disponibles. Peut-être à part François Gendron qui a créé une exception quand il était ministre, mais sinon, il y a cette difficulté-là d'adaptabilité des programmes. On le vit sur les travailleurs étrangers temporaires, comment que tout ça fait en sorte que ça s'adapte très, très mal à une région comme la nôtre, qui est à échelle humaine, dont les producteurs n'ont pas toute la capacité de faire la production de masse. Et ça a des conséquences. Évidemment, on pourrait parler du défi du problème de l'abattage en Abitibi-Témiscamingue. Qu'est-ce qui fait qu'un abattoir, à un moment donné, ne sera peut-être jamais rentable? Est-ce que c'est au gouvernement de prendre ce risque-là financier, d'amener ce capital de risque-là et de créer l'infrastructure qui va être un levier de développement économique, qui va faire la diversification de notre économie, de notre agriculture et forcément l'occupation du territoire de nos villages? On est rendu là, je pense, dans nos programmes, mais ça va prendre effectivement un déclic de la part des gouvernements, comme quoi le mur à mur, particulièrement en agriculture, particulièrement en Abitibi-Témiscamingue, ne fonctionne pas. On est quoi? C'est 2 % l'agriculture de l'économie du Québec. Puis on fait quoi, 2 % d'agriculture? Donc, les chiffres sont, somme toute, marginales, mais qui ont un impact majeur quand on pense à l'impact que ça peut avoir dans notre sentiment d'appartenance, dans notre appropriation de nos terres, du terroir. Et ça, ben oui, ça va prendre un coup de main, mais un réveil aussi collectif de comprendre l'importance que tout ça là, a dans notre l'identité régionale. De votre rêve. C'est comme un rêve, ce que vous vivez, je pense. En fait, c'est innovant parce que c'est une culture qui n'était pas établie au Témiscamingue, qu'on a amenée ou ramenée, si on pense il y a très, très, très longtemps. Et c'est surtout la conséquence de tout le cheminement professionnel qu'on a fait dans la région
Quand on est arrivé ici, on nous a parlé du climat particulier, puis on disait que c'est un climat propice à l'accumulation des sucres dans les plantes. Des sucres, des protéines dans les céréales, des sucres dans les plantes, les fruits et les légumes. Et on le constate, faire du vin, c'est transformer le sucre en alcool. Donc, on avait envie d'introduire la culture et d'en faire la transformation. C'est un parcours, c'est une réflexion qu'on a faite. On voulait avoir une entreprise agricole, c'était difficile en industrie animale. On a choisi l'horticulture avec bonheur. C'est quoi la variété, là? Moi, je vais laisser... J'exploite un vignoble et mon mari. Alors, c'est lui qui connaît tout de la culture de la vigne. Excellent. Disons, alors, parlez-moi justement de la variété que vous cultivez ici. Bon, et disons qu'ici, on essaie quand même beaucoup de variétés. On essaie de suivre les développements technologiques. Et, donc, on a une 60aine de variétés différentes aujourd'hui, mais pas toutes qui vont dans le vin. Mais on a ajouté des variétés au fur et à mesure de notre essai avec Niagara. Au début, on a essayé 45 variétés différentes, des variétés que le Centre de recherche de Mainland avait créées et des variétés connues pour tester notre climat. Et les 45 variétés sont toujours présentes. On a rajouté des variétés en cours de route, comme exemple Frontenac, Radisson, Sabrevois, qui sont des nouvelles variétés développées et beaucoup plus rustiques que ce qu'on avait au début. Donc, nos variétés aussi sont sélectionnées en fonction des vins qu'on produit. Donc, pour le vin rosé, nous avons des variétés à numéro qui viennent de Niagara. Et c'est un raisin bleu à chair blanche, un peu comme le champagne. Ça vient du milieu de la recherche, donc il s'appelle V71141. C'est ça le raisin qu'on a et on est la seule place où ce raisin-là est cultivé. Puis dans le vin blanc, ben, on a des variétés connues, standards, qui sont Céval et Cayuga. Céval est un hybride français, Cayuga est un hybride américain de New York. Dans les vins rouges, on a du Maréchal Foch, toute la lignée des Maréchal aussi, parce qu'il avait créé plusieurs variétés différentes. Et il y a aussi du Baco Noir et du Sainte-Croix. Est-ce que vous avez été formé pour devenir vignier? Est-ce qu'on appelle ça comme ça? Vigneron. Avez-vous été formé? Oui, on a suivi des formations au début, il y a 25 ans, lorsqu'on a débuté le projet, on a suivi des formations super intéressantes. Et pendant plusieurs années, nous avons fonctionné, ou j'ai fonctionné avec cette formation-là ou avec ces connaissances-là, en assistant à quelques colloques, etc. Mais depuis 8 ans maintenant que je suis ici à temps complet au vignoble, j'ai suivi de nouvelles formations. Et là, j'ai décidé de travailler avec une ferme d'œnologie qui font le suivi strict de nos vins. Et donc, l'objectif était toujours de croître ou d'améliorer la qualité de nos produits. Puis, un défaut que j'avais, je trouvais, c'est que selon les saisons, la qualité de mes vins était variable. Donc, depuis 7 ans, nos vins sont en constante évolution, mais vers le haut. Et il n'y a pas de baisse. Et c'est vraiment ce qui nous rend le plus satisfait actuellement de toute notre historique de production. C'est les 7 dernières années, puis le niveau où on est rendu en termes de qualité de vin. Le premier défi, c'était de trouver la façon de cultiver les vignes dans les conditions qu'on a. Les vignes, elles ne sont pas palissées, elles sont buissonnantes. Ça veut dire qu'on ne les attache pas, on les laisse plus basses. Ce mode de culture-là fait que les raisins sont très bas sur le plan de vigne et qu'en conséquence, ils sont protégés l'hiver. Le couvert de neige les protège. Ça, c'était déjà un enjeu. On a peu de maladies, pas d'insectes, on est certifié biologique. Pour la culture de la vigne, les enjeux agronomiques sont assez rencontrés. Pour la fabrication du vin, comme Richard l'a expliqué, les enjeux, c'était vraiment de trouver le meilleur assemblage possible avec les raisins qu'on a versus les levures qu'on peut utiliser, versus la maturité ou la maturation qu'on veut donner au vin, les étapes de transformation. Ces 2 étapes-là sont distinctes. Il y en a une qui est très agronomique, l'autre qui est très œnologique. Mais nous, les enjeux qu'on a rencontrés, c'était d'abord bien cultiver la vigne dans les conditions qu'on connaît ici. Côté distribution, vous faites la vente, là. Oui. Donc,
comment ça se passe, ce côté-là? De ce côté-là, disons qu'on a eu des ouvertures de la part du gouvernement du Québec il y a 5 ans. Donc, maintenant, on vend dans les marchés publics, on vend ici au vignoble, on peut vendre dans les épiceries et les établissements qui ont des permis, les épiceries et dépanneurs qui ont des permis de vente d'alcool. On est distribué à la Fromagerie au Village, on est dans les IGA, on est au Provigo à Ville-Marie, donc au Gibbs Centre-Ville à Rouyn-Noranda, IGA à La Sarre, IGA à Rouyn-Noranda, Station Shell. Donc, on travaille beaucoup avec les gérants. On ne travaille pas avec les chaînes, on travaille avec les gérants qui ont un pouvoir discrétionnaire au niveau des produits locaux. Donc, ça nous permet d'avoir une offre particulière par secteur. Et puis, de cette manière-là, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus facile de vendre du vin. Et l'autre côté, bien, le fait qu'on soit certifié biologique, bien, on va s'en servir pour sortir de la région où la compétition est beaucoup plus forte qu'ici en région. Donc, dans la région de Montréal, etc., nous avons eu déjà des approches. Ils nous attendent. Donc, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine année. Pour être certifié biologique, est-ce que ça a été difficile d'avoir ce certificat-là? Bien, pas vraiment. Ça n'a pas été... c'est une démarche qu'il faut faire. C'est très rigoureux. On doit rencontrer les exigences d'un cahier de certification, de ce qu'on appelle un cahier des charges. Mais le fait qu'on n'a pas ici, sur le territoire, peu d'enjeux avec les mauvaises herbes, les maladies... Les mauvaises herbes, oui, il y en a, mais les insectes nuisibles et les maladies qui affectent la vigne, il y en a peu ou pas. Alors, ça donne un coup de pouce vraiment important pour la certification bio. Puis on cultivait depuis de nombreuses années sans fertilisants, sans intrants de synthèse comme les pesticides, les engrais, etc. Donc c'était déjà en contrôle. Donc, la certification nous permet de garantir à notre client que ce qu'on dit est vrai. Et si je comprends bien, la terre était déjà, elle, fertile et non pas fertilisée avec des pesticides. Donc, elle était déjà bien préparée. On a un sol extraordinaire. Partout au Témiscamingue, le sol agricole est remarquable. C'est un sol de très haut potentiel agricole. Agronomiquement parlant, c'est un sol impeccable. Mais sur l'île ici, le sol était peu utilisé, peu usé. C'était assez vierge. Oui, on a un sol extraordinaire pour la vigne. Et la vigne, c'est une plante qui va aller chercher les éléments nutritifs très profondément dans le sol. Ça donne une chance. On avait tous les atouts gagnants étaient dans notre jeu. Quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui veut se lancer? Dans n'importe quelle production, y croire, puis pas s'arrêter à la première difficulté parce qu'il y en a, puis il y en aura toujours. Y croire, puis foncer, puis jamais lâcher. Peu importe la production, peu importe la culture, y croire, continuer, jamais lâcher. Moi, je rajouterais de bien s'entourer de spécialistes. Aujourd'hui, là, je vais parler de la production viticole, mais dans la production agricole, il y a beaucoup de spécialistes sur lesquels on peut tabler ou on peut s'appuyer pour développer ou avoir des connaissances. On doit avoir des connaissances de base, mais on doit s'appuyer sur les connaissances. Et aujourd'hui, dans la vigne, on est chanceux parce qu'en œnologie, il y a quelques firmes spécialisées au Québec dont je suis très content, je travaille avec une. Mais aussi, il y a des agronomes dans différents milieux, soit au MAPAC ou au domaine privé, qui peuvent donner des conseils, qui peuvent accompagner un démarrage d'entreprise. Donc, c'est primordial de bien s'entourer. Pour pas juste au démarrage, hein, mais même ils après. nous accompagnent. Même après, parce qu'aujourd'hui, malgré mon jeune âge, je continue à travailler avec des spécialistes et je suis toujours à l'affût des nouvelles trouvailles, des nouvelles variétés, des nouveaux modes de fermentation au travail du vin. Et on a changé nos levures. Juste des petites modifications mineures font des changements majeurs. Des changements majeurs au niveau du produit.